Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'en amour, et même dans la vie en général, on a tendance à recréer ce dont on a le plus peur. C'est-à-dire qu'en gros, et ça vous est peut-être déjà arrivé, j'ai peur de me faire tromper, ou je quitte une relation où j'étais trompé, qu'est-ce qui va m'arriver juste après, ou qu'est-ce qui va vous arriver, une relation où vous serez trompé à nouveau. Ou encore, je ne me ferai plus jamais abandonner, qu'est-ce qui vous arrive juste après, l'autre personne vous abandonne aussi. Ou encore, on ne me manquera plus jamais de respect, qu'est-ce qui se passe juste après? Bien évidemment, on te manque encore une fois de respect. Ces phrases, on les a souvent créées dans l'enfance. Quand on était jeune, on s'est dit ça, plus jamais ça m'arrivera. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans la vie adulte? On a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si on n'avait pas eu de chance. C'est comme si une sorcière avait mis un coup de baguette magique sur notre berceau et malheureusement, mon chéri, tu seras trompé toute ta vie. Ou alors on ne te respectera jamais quoi que tu fasses. Ou tu seras toujours abandonné. Je vous propose aujourd'hui qu'on voit pourquoi est-ce que ça arrive. Et, petit spoiler, ça vient malheureusement de vous. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi 2 quiz en dessous. L'un s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» L'autre s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est ambitieuse parce qu'elle entend en quelques minutes vous apprendre un concept qui est assez velu, assez dense, assez gigantesque. Mais ce que je vais vous donner aujourd'hui, une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus le dévoir. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on sait ça, on voit le monde vraiment différemment. On voit le monde qui est autour de nous différemment et même on se perçoit de manière différente. Il y a différents stades de la compréhension. Selon le moment où vous allez quitter cette vidéo, vous comprendrez soit la base, soit un peu plus élevé, soit la chose de manière experte. On va commencer par le stade 1 de la compréhension et pour que ce soit un peu plus accessible, j'ai mis dedans des exemples qui vous parleront à tous, soit pour votre vie, soit pour la vie de vos proches. Première phrase qu'on peut se dire, c'est « Je ne me ferai plus jamais abandonner par qui que ce soit ». Tu sors d'une relation qui était un peu compliquée, l'autre t'a abandonné et tu t'es dit « Ça y est, c'est fini, la prochaine personne que je trouverai, elle ne partira pas ». Comme je ne veux plus être abandonné, qu'est-ce que je vais montrer dans ma toute nouvelle relation ? Que j'ai besoin qu'on me donne de l'amour. Évidemment, si je veux pas que l'autre m'abandonne, je vais lui dire ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on m'abandonne pas, c'est qu'on me donne beaucoup d'amour. Éventuellement aussi, je vais commencer à tenter de contrôler l'autre pour pas qu'il m'abandonne. Le contrôler comme par exemple, savoir où est-ce qu'il va lorsqu'il part le soir, savoir à qui est-ce qu'elle écrit quand elle envoie un message. Peut-être aussi que je vais tester cette relation. Si j'ai peur que l'autre m'abandonne, peut-être que je peux faire une petite dispute ou deux, aller bouder dans mon coin et voir comment est-ce que l'autre réagit. S'il m'aime vraiment, si je veux être sûr que l'autre restera tout le temps, il devrait revenir, même quand je suis un peu dur avec lui ou avec elle. Finalement, je ne suis pas très authentique dans ce type de relation. Et peut-être même que l'autre, au bout d'un moment, sera fatigué de moi. Et puis, avec le temps, il finira par m'abandonner petit à petit. Ça a commencé par « je ne veux pas être abandonné » et à force d'avoir tiré sur le lien, d'avoir insisté sur ce sujet, l'autre finit par fatiguer et par partir. Prenons un autre exemple et en tout cas, tous ces exemples, on les reverra par la suite et on va les revoir de manière complémentaire. Autre exemple, je ne tomberai plus jamais sur ce genre de mec ou sur ce genre de femme. J'ai tellement souffert avant que je veux plus que ça se reproduise. Et au début, en effet, la personne que je choisis est différente de l'ancienne. Elle a l'air même beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois ou de quelques années? J'ai exactement le même profil que juste avant. Ça vous parle ça ou pas? J'imagine que oui. Certains d'entre vous doivent dire oui, en effet, ça m'arrive. On en reparle dans un instant pour comprendre ce qui s'est passé. Autre exemple, je ne serai plus jamais trompé. Je stresse d'être cocu, d'être trompé à nouveau, que l'autre aille voir ailleurs. Je passe mon temps à le fliquer, à vérifier, à lui dire... Tu m'as trompé, hein? Tu veux me tromper, hein? Tu regardes cette fille, tu regardes cet homme. Dis-le, avoue-le. Tu parles encore à ton ex, je le sais. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, juste après, l'autre finit par partir ou par le faire. Et là, j'ai renforcé ma propre croyance. Je ne suis jamais écouté. Parce que peut-être que quand j'étais petit, mes parents ne m'écoutaient pas. On était peut-être beaucoup d'enfants, ou juste que mon père était absent, ma mère était dépressive, personne ne m'écoutait. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais parler beaucoup trop pour qu'on m'écoute. Et je vais parler, et je vais parler pour être sûr qu'on m'écoute. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais parler
tellement à faire des audios gigantesques, à faire des SMS ou des WhatsApp qui s'en finissent plus de longueur, ou à parler sans cesse, sans vouloir qu'on me coupe là-dedans. Bien évidemment, au bout d'un moment, les personnes en face de moi ne m'écouteront plus parce que j'ai juste trop parlé. Un autre exemple similaire, personne ne me comprend jamais. Et pour qu'on me comprenne mieux, je vais dire à tout le monde, laissez-moi vous expliquer. Non, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme si. Du coup, je suis plus vraiment très cool. Et encore une fois, personne ne prend le temps pour essayer de me comprendre. Ou encore, je ne serai jamais aimé, ce qui est typique de l'attachement anxieux chez les dépendants affectifs, ce qui a été mon cas pendant quasiment toute ma vie. Mes parents, admettons, ne m'ont pas donné beaucoup d'amour. Il y a d'autres choses qui peuvent déclencher l'attachement anxieux. Vers qui est-ce que je vais aller, arriver à l'âge adulte? Vers une personne qui va leur ressembler, une personne qui ne me donnera pas non plus beaucoup d'amour. Je fais tout pour qu'on m'aime, j'en fais même 10 fois trop, je donne beaucoup trop de cadeaux, d'attention, d'amour, de phrases, d'SMS, je donne. Et surtout, je ne dirai pas les problèmes. Quand il y a un problème, je vais essayer de l'éviter au maximum. Donc je donne beaucoup, j'évite tous les problèmes, au final, je ne résous rien. Qu'on se mette d'accord, lorsqu'il y a un problème dans un couple, il faut le résoudre de manière intelligente. Il ne faut surtout pas l'éviter. Bien évidemment, la situation, au bout d'un moment, va s'empirer. Je marche sur des œufs, mais ça finit par exploser. J'ai tellement supporté, tellement subi, sans rien dire, que je finis par exploser comme une cocotte minute. Ça explose, et au moment où ça explose, et où les deux s'engueulent, on a peur de se faire quitter, et on est en train de reboucler la boucle sur « j'ai peur qu'on me quitte à nouveau ». Et je vais recommencer exactement les mêmes choses. Ou encore, ceux qui pensent que l'amour, ça fait mal. Là, on est sur l'attachement évitant, chez les dépendants affectifs également. C'est, par exemple, maman se faisait tromper par papa quand j'étais enfant. Elle est restée avec lui parce qu'il y avait des enfants, dont moi, par exemple. Donc, l'amour, ça fait mal. Maman a souffert. Elle s'est faite tromper et elle est restée pour les enfants. Donc, se marier, ça fait mal au cœur. Se marier, ça fait souffrir. C'est ça que j'ai vu étant enfant. Ça veut dire que je ne dois jamais tomber amoureux car ça fait mal. Et ça signifie aussi dans l'attachement évitant que j'essaye de ne jamais être tellement proche de l'autre. Quand je sens que je tombe amoureux, je fais vite un pas en arrière. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, au bout d'un moment, l'autre, il va partir. Il a juste marre de jamais recevoir de signes d'affection, de signes d'amour, il part. Et donc, ça vient renforcer la croyance de l'évitant. Aimer, ça fait mal. Au moment où il a failli aimer, l'autre est parti. Voici un autre exemple. J'ai peur que les hommes profitent de moi lorsqu'on est une femme. Par exemple, j'invente des exemples, il pourrait y en avoir tellement. Quand j'étais petite, mon oncle voulait profiter de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de pas très sain avec cet oncle-là. J'ai eu peur, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai prévenu mes parents en tant que petite fille. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu mon avertissement. Ça veut dire donc que je ne peux pas faire confiance aux autres, ce qui sera un cas de figure arrivé dans l'âge adulte, parce que si je les préviens, ils ne font rien. Autre interprétation, parce que lorsqu'on est enfant, on peut interpréter ça un peu n'importe comment, c'est très aléatoire. L'enfant pourrait aussi se dire, donc je ne dois pas faire confiance à mon propre instinct. Je savais que l'oncle avait un problème, j'y suis quand même allé et il a abusé de moi. C'est-à-dire que je dois donc éteindre mon propre instinct. Ça veut dire que je ne m'écoute plus et quand je vais arriver dans l'âge adulte, si je n'écoute plus du tout mon instinct parce que je n'ai pas fait confiance à mon instinct étant jeune, je me referai abuser quand je serai adulte, avec des hommes qui profiteront de moi. Ou alors, parce qu'il y a un autre cas de figure, donc dans le premier cas de figure, j'ai complètement coupé la confiance en mon propre instinct, en mon intuition. Dans l'autre cas de figure, je renforce les barrières. C'est-à-dire que je n'ai pas des barrières saines ou normales vis-à-vis des autres. J'ai un bunker, je vis sous terre, il y a 5 mètres de béton entre moi et les autres. Je mets une barrière énorme en me disant, là-dessus au moins personne ne viendra profiter de moi à nouveau. Mais comme je mets cette barrière énorme, les seuls qui passent au travers de ça, c'est soit les boulets qui n'ont rien à perdre, qui vont passer des années à percer ce mur pour venir t'atteindre et qui n'auront rien à faire à la fin, ou soit des séducteurs professionnels qui seront aussi là pour profiter de toi. C'est-à-dire qu'en gros, dans les deux cas, tu as renforcé ta croyance. Que tu n'aies mis aucune barrière ou des barrières trop grosses, ça n'a pas fonctionné. Et c'est souvent le cas, on va le voir juste après, soit basculer vers le tout, soit vers le pas du tout.
Autre exemple, je ne serai plus jamais stupide parce que quand j'étais jeune, on se moquait de moi. Et du coup, quand on te parle, tu as des explications scientifiques, tu es un peu comme Wikipédia, tu veux toujours avoir raison, surtout lorsqu'on te parle. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, les gens te regardent avec leur bière, ils font, lui, il est vraiment bizarre, avec ses explications scientifiques, on était juste venu là pour rigoler ce soir. Ou encore, j'ai tellement peur de perdre l'autre, prenons le cas d'un homme, on invente. J'ai tellement peur de perdre ma femme que je vais lui acheter des cadeaux. Comme ça, je serai sa référence haute. Je sais qu'aucun autre homme sur Terre ne pourra lui donner autant de cadeaux que moi. Donc, elle aura du mal à me remplacer. Ça signifie donc qu'elle aura du mal à me quitter. On est d'accord, hein? On est sur une personne qui a peur de l'abandon également. Pour acheter tous ces cadeaux, il faut bosser comme 10 hommes. Donc, cette personne bosse tout le temps. Elle se fatigue, elle ramène les cadeaux à la maison. Sauf que même s'il ne le dit pas, inconsciemment, en échange, il attend quelque chose. Il attend un retour. Il attend de l'amour, il attend une fidélité à toute épreuve, il attend qu'elle l'admire avec des grands yeux. Sauf qu'elle n'a peut-être juste pas demandé ces cadeaux. Peut-être qu'elle aurait préféré que ce mari soit à la maison plutôt qu'en train de se tuer à la tâche. Donc finalement, on finit par se quitter parce que ça crée des disputes en permanence. Dans tous les cas de figure qu'on vient de voir à l'instant, on a créé exactement ce qu'on voulait éviter. Je vous ai mis les cas les plus classiques. Il y en a réellement des dizaines ou des centaines d'autres si vous voulez qu'on en parle au téléphone ensemble. Si vous avez compris ces exemples de base, vous devez avoir une question là-dedans. Cette question, c'est oui, mais finalement, Antoine, est-ce qu'on n'a pas tous peur de perdre l'autre? Est-ce qu'on n'a pas tous peur d'avoir l'air stupide? Est-ce qu'on n'a pas tous peur que l'autre nous quitte, d'avoir mal en amour? Évidemment, mais il y a une différence entre un besoin humain qui est dit normal, naturel, sain ou équilibré, et un besoin qui serait exacerbé. On pourrait appeler ça un super besoin ou un besoin maladif. Mettez le mot qui vous correspond dessus. J'ai mis plusieurs mots pour que vous puissiez l'associer à celui qui vous correspond. J'ai besoin maladivement d'être aimé ou j'ai excessivement peur qu'on m'abandonne. On a tous des besoins, on veut tous être compris. Le souci étant quand ce besoin devient trop fort ou complètement nul. Ce qui revient exactement au même. Je vous donne un exemple. Admettons que le cas idéal soit celui du milieu. J'ai peur d'être quitté de manière normale, c'est pas maladif, je n'ai pas aucune peur d'être quitté, je n'ai pas toutes les peurs du monde d'être quitté, je suis équilibré dessus. J'aime pas passer pour quelqu'un de ridicule, mais c'est pas non plus immense ou pas du tout. Je suis à peu près équilibré dedans. Une personne qui aurait peur, par exemple, qu'on la trompe ou de souffrir en amour, irait soit dans un extrême, j'ai extrêmement peur d'être quitté, ce qui pourrait aussi osciller avec autre chose, avec pas du tout. J'ai tellement peur d'être quitté que finalement, je me désengage totalement de tout. Mais dans les deux cas, les deux extrêmes reviennent quasiment, les deux aigus extrêmes reviennent quasiment à la même chose. Quelqu'un qui te dit, mais moi, j'ai pas du tout peur d'être trompé, pas du tout, fais-moi confiance, pas du tout égale, oui, j'ai extrêmement peur de me faire tromper. Si tu regardes bien, il y a une constante là-dedans. Dans tous les exemples qu'on a donnés, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Et ce quelque chose, c'est on a besoin d'une connexion à l'autre. Il y a une image que j'aime beaucoup, que je cite souvent en coaching, c'est pense à un corps humain, à toutes nos cellules, elles ont besoin de travailler ensemble. L'univers est un espèce de grand corps qui travaille tous ensemble. On est tous les petites cellules d'un quelque chose. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et ces cellules ont besoin de connexion aux autres. On ne peut pas vivre sans la connexion à l'autre. Donc en gros, on a besoin d'amour, on a besoin d'avoir un lien, on a besoin d'avoir une connexion émotionnelle. Et surtout, de manière préhistorique, on a tous cette même peur d'être rejeté. Dans un groupe d'hommes préhistoriques, si jamais tu es rejeté de ce groupe, en durée de vie, tu as une demi-heure. Tu es mangé par un loup, tu tombes dans un précipice ou tu meurs de faim ou de soif. Il se passe quelque chose. Donc on a tous cette peur préhistorique d'être rejeté, mais elle devrait être modérée, cette peur. Elle devrait être normale. Moi qui ai eu cet attachement anxieux pendant toute ma vie, j'avais peur de manière gigantesque d'être abandonné ou de ne pas être suffisant. Je ne suis pas assez. Je dois donner toujours plus pour être aimé. Si je suis juste moi, ce ne sera pas assez pour que je sois aimé. Il faut donc que je rende des services, il faut que je sois très gentil, il faut que je paye des choses, il faut que je sois toujours présent, il faut que j'envoie plein de messages parce que par défaut, je ne suis pas suffisant pour être aimé. Si tu as compris ça, tu es déjà balèze. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est pas de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est juste... Maintenant que tu sais ça, sois un spectateur silencieux et observe autour de toi comment est-ce que les gens se comportent et tu verras que ça va déjà changer des choses.
vers l'extérieur et aussi vers toi, vers l'intérieur. Maintenant, si jamais tu vas aller plus loin, là t'en sais déjà beaucoup plus que 99,9% de la population sur le sujet. On va aller plus loin pour ceux qui veulent en savoir plus et ceux que ça intéresse. On va parler du renforcement. Toutes ces lignes-là qu'on a mises, tous ces textes-là, ils sont mis en linéaire. En gros, ça suit une ligne. En réalité, si j'avais pas eu la flemme aujourd'hui, j'aurais pu vous en faire des cercles. J'aurais pris ces 10 textes, j'aurais fait un cercle et j'aurais mis ces phrases autour avec une flèche qui tourne comme ça. Parce que toutes ces phrases, toutes ces listes de phrases viennent se renforcer et reviennent toujours au début. J'ai peur qu'on profite de moi parce que je n'ai pas fait confiance à mon instinct, donc je ne m'écoute pas, donc je vais vers les mauvais profils qui me quittent ou qui profitent de moi, et donc j'ai encore plus peur qu'on profite de moi. Le machin reboucle à chaque fois. Prenons le cas que je connais très bien, celui des dépendants affectifs avec attachement anxieux. Je vous fais la boucle de tête. J'ai peur qu'on me quitte, donc je dois être extrêmement gentil avec l'autre, donc je ne dois absolument pas dire lorsqu'il y a un problème, donc je dois la fermer et prendre sur moi en permanence, sauf qu'au bout d'un moment, je donne tellement et je la ferme tellement quand il y a des problèmes que je finis par exploser, qu'il y a un drame, qu'on se dispute et que j'ai peur d'être abandonné. Et c'est reparti. J'ai peur d'être abandonné, donc je dois être extrêmement gentil, encore plus gentil qu'avant, etc. Il y a donc un renforcement à chaque fois de cette croyance. Chaque jour me confirme ou vient me renforcer cette croyance. On peut même parler de prédiction auto-réalisatrice. Ce que je prédis va réellement se passer. Et au passage, notre comportement, et c'est là que ça devient plus compliqué, notre comportement peut venir aussi changer le comportement de l'autre en face. Mon anxiété, ma façon de trop donner peut venir changer quelqu'un qui est sain ou quelqu'un qui est un peu moins sain à la fin. Ou faire que l'autre en face sera juste bêtement agacé. À ce niveau de la compréhension du problème, il y a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle les logiciels psychologiques. J'ai choisi ce mot intentionnellement. Non pas parce que j'ai une formation d'ingénieur à la base, mais parce que je ne sais pas si vous connaissez cette émission de télé où il y a des robots. Alors là, j'ai trouvé la version Mattel dans Amazon, des petits robots qui se tapent dedans et qui doivent se détruire. C'est des robots qui sont télécommandés et chacun d'entre eux a un logiciel. C'est fait sur un grand ring. Il y a des gens qui regardent ça. Ça fait 10 ans ou 20 ans que ça existe. Ils doivent se rentrer dedans et le dernier qui reste en vie et qui peut se déplacer a gagné. Des fois, il y a des scies circulaires, etc. Chacun de ces robots a un petit logiciel dedans. Et finalement, il est assez facile de penser ou de visualiser que l'être humain a aussi ce genre de logiciel. Prenons par exemple mon attachement anxieux. Pour parler de moi encore une fois, de manière très égocentrique. On parlera de vous juste après. Ok, parlons de vous. Prenons votre problème principal. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur qu'il ne m'aime pas. J'ai peur qu'il abuse de moi. J'ai peur qu'il profite de moi. J'ai peur qu'il parte avec une autre. Prenons ce genre de problème. C'est un logiciel qui va te prendre toute ta journée. C'est-à-dire que ce logiciel va tourner en boucle toute ta journée. Il va dicter chacune de ses actions, chacun des SMS que tu vas lui envoyer, chacun des petits tests que tu vas lui faire quand tu vas lui parler, chacune des observations que tu vas faire. Et finalement, tu peux en arriver à une journée où 90% de ton cerveau tourne juste autour de ça. Est-ce qu'il m'aime? Et est-ce qu'il m'aimera encore demain? Est-ce qu'il va m'abandonner ou pas? Quand on a ce genre de logiciel un peu défaillant, on a vu qu'il était un peu trop ou un peu pas assez, finalement, on aura tendance à trouver une personne qui a à peu près le même genre de logiciel, ou un logiciel qui est aussi défaillant d'une autre manière, et quelque chose qui soit très régulier. Il arrive parfois d'avoir une crise de jalousie, c'est normal. Si maintenant, c'est ton quotidien qui est dirigé par ça, par cette peur de ne pas être aimé ou de ne pas être suffisant, on arrive dans autre chose. Tu peux aussi, quand tu es parfois face à un couple, juste prendre du popcorn et regarder ce qui se passe, regarder leurs deux logiciels fonctionner. Je prends un exemple vraiment au hasard, ça pourrait être un homme ou une femme. Il a peur d'être abandonné, il la contrôle par l'argent, par exemple, il lui coupe ses comptes bancaires, il lui interdit d'aller où que ce soit, et il fait ça juste par peur d'être abandonné. Ou il peut y avoir d'autres raisons, ça peut être aussi un pervers narcissique ou un manipulateur, mais plein de gens font ça juste par peur d'être abandonné. Elle a peur d'être abandonnée, elle lui fait des crises pour voir si à chaque crise, il va rester avec elle. Tu prends ton pot de popcorn et tu les regardes toute la journée interagir autour de ça, autour de ces deux problèmes qui reviennent sans cesse. Elle fait une crise pour qu'il la regarde, pour qu'il lui prouve encore une fois qu'il ne la quittera pas. Il lui fait un scandale pour de l'argent, il lui fait des cadeaux où il la contrôle avec ça
la privant d'argent juste pour qu'elle reste dedans. Et tu te dis que 99% de leur vie, de leurs ressources cerveau, de leur couple, tournent autour de ça. Et c'est des couples qui peuvent durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou toute une vie. Et au passage, les deux d'entre eux ont peur que l'autre parte, mais les deux le montrent de manière très différente. Ou alors, un autre couple qui est très classique, c'est une personne qui est anxieuse et une autre qui est évitante. L'un cherche toujours l'amour, il veut aller face à l'amour, et l'autre, il tente toujours d'y échapper, et ça fait cette espèce de petite danse rigolote avec des étincelles de temps en temps. Et c'est des couples qui sont malheureux, mais qui peuvent aussi durer dans le temps. Est-ce que tu as ce genre de logiciel dans ta tête? Est-ce que c'est quelque chose qui vient diriger ta vie et qui vient te faire des souffrances? Si oui, passons au stade numéro 3, le stade de la compréhension. Je cherche très souvent en partenaire une personne qui va me rappeler mon enfance. Un exemple. Papa m'a ignoré parce que papa travaillait beaucoup, mais quand t'es petit, t'en sais rien si ton père part parce qu'il travaille beaucoup, si parce qu'il t'aime pas. Quand t'es petit, t'en sais juste rien. Papa m'a ignoré, mais comme c'est mon père, papa m'aime, bien évidemment. Je vais donc chercher un homme qui m'ignore, parce que s'il m'ignore, c'est le signe qu'il m'aime. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que cette croyance va venir se renforcer. Parce que tous mes mecs m'ont toujours ignoré, je vais chercher un autre mec qui m'ignore. Et le jour où tu rencontres un mec qui t'aime bien et qui est gentil, tu comprends même pas ce qui se passe. Tu n'arrives même pas à associer cette gentillesse avec de l'amour. Tu as besoin d'être ignoré d'une certaine manière pour tomber amoureuse. Donc en fait, c'est ce schéma connu est simple à vivre. Parce que tu as vécu 18 ans dedans avec tes parents, parce que tu as eu 3 grandes relations après, ou une grande relation dans ce type de schéma, c'est extrêmement simple à vivre pour toi. Tu connais ça. C'est une forme de rejet que tu aimes bien, une forme de souffrance qui est confortable. Tu sais comment ça fait, tu sais même comment réagir, tu sais même comment jouer là-dedans, tu sais même comment répondre des messages à ce genre de relation. C'est plus facile ça, finalement, que d'apprendre une vie saine. Le jour où tu veux que ça change, il faut déjà commencer par trouver une personne en face de toi qui soit équilibrée, et saine. On a dit une personne qui soit dans le milieu, qui ne soit pas ni dans un extrême, ni dans l'autre. Et à ce stade-là, c'est compliqué parce que si jamais tu lâches trop vite tes anciens réflexes, tu dis « Ok Antoine, j'ai compris ta vidéo, maintenant je vais enfin faire confiance aux autres ou je vais enfin faire confiance à moi. » Et là, t'en viens à te livrer à la première personne que tu croises. Sauf que manque de chance, c'est pas la bonne personne. C'est une personne qui est perverse narcissique ou un manipulateur. Et donc du coup, en lâchant tout ceci, tu vas te faire avoir et tu vas te dire, bah voilà, lorsqu'on m'a conseillé de me laisser aller en amour et d'être zen, d'être équilibré, je me suis fait encore plus mal. Donc tu renforces encore un grand coup toutes tes croyances et tout ton stress autour de toi. Il faut donc y aller dans le temps. Il faut aussi se dire que chacune de nos interactions va venir transformer l'autre. En gros, c'est trouver quelqu'un de sain et d'équilibré et aussi travailler sur soi. Par exemple, analyser dans lequel de ces process on est, en parler avec un thérapeute, en parler avec un coach, en parler avec un psychiatre, psychologue, bosser dessus, lire un livre dessus. Quand je comprends mon schéma de fonctionnement, je peux enfin bouger dessus. Je peux enfin me comporter différemment. Et comme la vie est un miroir, en face de moi, les gens vont aussi se comporter différemment. Je pense que quelqu'un de suffisamment détraqué, pourrait détraquer même une personne saine, la rendre folle au bout d'un moment. Tu passes ton temps à la titiller, à la rendre jalouse, à crier ou à être en stress, même la personne saine, elle partira. Donc c'est ton rôle à toi de redevenir une personne saine et équilibrée le plus que tu peux et d'en trouver une en face de toi qui soit saine et équilibrée. Pour ceci, ne fais pas confiance à tout le monde dès les premières secondes, prends ton temps. Comme par exemple, sois d'abord ami avec les personnes que tu aimes bien avant de décider si ce sera ton amoureux ou ton amoureuse ou pas par la suite. Prends ton temps, prends le temps de découvrir cette personne, prends le temps de découvrir aussi un peu son environnement, de mieux savoir, de manière à réduire les risques de tomber sur une mauvaise personne ou de se livrer à la mauvaise personne. Il y a un dicton qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». C'est un dicton que j'aime vraiment beaucoup parce que faire un enfant, ça se fait en 1 seconde. En 4 secondes pour certains messieurs qui regardent cette chaîne, en 10 secondes pour certains. Mais après ça, l'élever de manière saine, ça prend 18 ans, ou ça peut même prendre quasiment une vie. En réalité, c'est des milliers de gestes, des milliers de façons de penser, des milliers de réflexes au quotidien. Et c'est vrai qu'avoir un village,
qui est une expression, ça peut être aussi avoir un bon tissu familial ou social autour de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on est dans une société aujourd'hui où on a un taux de divorce qui dépasse les 50%, où on est plus souvent sur TikTok, Instagram et les sites, les applications de rencontres que dans la vraie vie. Comment se dire qu'il serait facile aujourd'hui d'élever des enfants à avoir une bonne éducation, et des réflexes sereins de couple, d'apprentissage. On ne peut malheureusement leur apporter en tant que parent que la partie qu'on sait. Et encore, si jamais on est divorcé, c'est que l'un et que l'autre séparément qui peuvent leur apporter quelque chose. On est dans une société où c'est compliqué d'avoir ce genre d'équilibre mental aujourd'hui. Internet a clairement pas aidé du tout la chose. Je pense que ça a même grandement participé à cette explosion, malheureusement. Donc aujourd'hui, de toute cette vidéo, garde les 2-3 grands conseils qui sont: travaille sur toi pour trouver quel est le schéma qui te dirige, de manière à pouvoir l'identifier, le résoudre. Moi, le jour où je l'ai enfin trouvé, en fait, dans une thérapie, c'est marrant, des fois ça peut être très long, mais tu as une phrase ou deux qui te restent, et c'est cette phrase-là, chez toi spécifiquement, qui te fait changer. J'ai l'impression d'avoir une prison de verre qui a explosé, d'avoir enfin une bouffée d'air pour moi, et de plus être dans cette espèce de course à vouloir être aimé à tout prix, mais c'était épuisant. 90% de mon cerveau tournait autour de ça. J'ai plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un ne m'aime pas. Génial, merci, bravo. On en reparle plus tard. C'est pas grave, je ne cherche pas de manière maladive à être aimé. Et je t'encourage à aller chercher chez toi, si jamais c'est ton cas, d'où ça vient, en te trouvant un bon thérapeute ou un bon coach, ou en m'appelant par exemple, et aussi à trouver des personnes saines dans ton entourage et à prendre ton temps. J'espère que ça vous a inspiré et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.